Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la fois, Oui. tu vas nous parler de Michael Jackson dans le brin d'histoire? Ben non, je voulais pas parler de Michael Jackson, mais si tu voulais poser des questions concernant Michael Jackson, moi, il n'y a pas de problème. Bah, tu sais, tu as déjà tout dit sur Michael Jackson. Ouais, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il y a tellement de livres, il y a tellement de documentaires à charge ou à décharge aussi sur la vie de Michael Jackson. Et il reste toujours une véritable icône de la musique mondiale, de la musique pop. Ouais. Parce que c'est lui qui aura... dans les années 80 en réalité, redéfini l'ensemble des standards, je dirais standards marketing. Hein? Et la musique qu'il faisait, c'était la même musique des années 60 et 70 et 80, hein? Sauf que il avait changé totalement la manière de vendre la musique, la manière de la commercialiser. Il a amené le business à un autre niveau. Et il y avait une étude qui était sortie en 1985 qui avait expliqué qu'en réalité, Michael Jackson avait même sauvé l'industrie du disque américain dans les années 80. Il faut savoir on avait l'impression que à la fin des années 70 et début des années 80, il y avait une espèce d'uniformisation des styles musicaux. C'était à peu près les mêmes sons qu'on entendait, c'était à peu près les mêmes clips à la télévision. Et puis le vidéoclip n'était pas utilisé comme étant un moyen marketing. Il y avait aussi une jeune chaîne qui venait d'arriver, qui s'appelait Music on TV, MTV, qui était déjà assez bien cotée parce qu'elle avait quand même une thématique assez particulière puisqu'elle ne diffusait que de la musique. C'était la première chaîne au monde à ne concentrer ses programmes que sur la diffusion de la musique. Et eux, rapidement, ils vont voir le potentiel que représentait Michael Jackson avec la nouvelle orientation, quoi, la vision qu'il avait. Et ils vont sentir qu'il y avait vraiment une chose à faire. Notamment, ils vont le sentir. Il faut savoir que... Et puis, au départ, MTV aussi avait une certaine étiquette, c'est qu'elle ne diffusait quasiment pas de musique de noir. C'était essentiellement... Bon, c'est normal parce que les fondateurs d'MTV, ils venaient du milieu du rock. Et le milieu du rock, dans les années 70, début des années 80, c'était 99% des musiques de blancs. Même si, à l'origine, le rock, c'est d'abord les noirs qui ont inventé le rock. Ensuite, ça a été repris par les blancs. Mais ils vont... voir Michael Jackson, cet artiste-là qui avait la capacité de transcender le seul clivage noir qu'il représentait. Et puis déjà, Michael Jackson était très célèbre à travers le groupe, les Jackson 5, puis les Jackson, dont je souligne au passage, qui vont être le premier groupe de noirs à signer avec NBC, qui est quand même une chaîne aussi qui ne faisait que la musique de blanc. Ils vont être la première famille de noirs à faire la une du Times. Donc, ils étaient déjà très connus aux États-Unis. Et donc, lorsque Michael Jackson va venir avec le clip... Non, le clip d'abord de Billie Jean. Billie Jean, hein? Donc, ça a commencé par Billie Jean. Par Billie Jean. MTV a accepté de diffuser pour deux raisons. La première raison aussi, c'était pour sortir de l'image, parce qu'il y avait aussi une certaine image qui disait que MTV boycottait la musique des Noirs. Et donc, pour eux, c'était mettre fin à cette espèce de préjugé-là que MTV était contre la musique des Noirs. Et puis, la deuxième chose, c'est que Michael Jackson, pour la première fois, va redéfinir les standards du vidéoclip en faisant appel à un réalisateur de cinéma. Donc, il va appeler un réalisateur de cinéma et il va faire le clip Billie Jean. Et si vous regardez bien le clip, quand vous regardez les images de Billie Jean avec la chanson, ça n'a absolument aucun lien. Il a demandé au réalisateur de faire les choses telles qu'il les sentait. Il n'était en aucun cas pas obligé de faire... d'avoir des images qui racontent l'histoire. L'illustration des paroles. Voilà, en illustrant les paroles. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez Billie Jean, c'est une chanson d'amour. Or, quand vous voyez, il y a des gens dans la rue, ils marchent des carreaux qui s'allument, il est poursuivi par un détective. Donc, ça n'a absolument aucun lien avec le contenu même de la chanson Billie Jean. Et donc, le succès télévisuel de Billie Jean va inciter Michael Jackson à se dire qu'il pouvait encore aller plus loin, que véritablement, il avait vu juste. C'est-à-dire que au lieu de se contenter de faire du vidéoclip, une espèce de visualisation en fait de la chanson, il fallait que l'on aille plus loin parce que c'était aussi, comme les gens aimaient aller au cinéma,
on pouvait aimer un vidéoclip comme on aime un vrai film, c'est-à-dire avoir envie même de le resuivre, d'accord? Et donc là, que le vidéoclip, s'il était bien fait, c'était un moyen qui pouvait inciter la personne à acheter l'album. Tu vois, non? Et donc là, il va voir que dans le vidéoclip, il y avait un puissant outil marketing qu'il fallait exploiter. Et c'est la raison pour laquelle il va repartir voir son producteur pour demander $1 million parce qu'il voulait $1 million pour faire maintenant le deuxième clip de l'album On est Thriller. dans les années 70. Non, on est au début des années 80. Il fait déjà un clip à $1 million. Oui, il voulait faire Oui, Thriller a coûté $1 million. Mais Billie Jean coûtait déjà dans les 150 000 $, ce qui était énorme à l'époque. Mais lui, il voulait faire un vrai film. Et donc, le producteur va refuser parce qu'il faut bien comprendre aussi le producteur à l'époque. Quand Billie Jean sort, c'est un véritable carton. Michael Jackson déchire dans tous les charts. Il se vend 1 million d'albums par semaine. Et donc, Michael se dit, on peut encore aller plus loin. Et donc, il va voir son producteur. Son producteur dit non. Et c'est comme ça qu'il y avait un réalisateur anglais avec lequel Michael s'entendait bien, puisqu'il avait contacté déjà pour faire le clip Thriller, qui s'appelle John Landis. Il va appeler John Landis et il va dire, bon écoute, j'ai envie de faire l'album Thriller, mais comme mon producteur ne veut pas me donner $1 million, eh ben moi je vais donc sortir ça de ma poche. Et John Landis va lui dire, non, tu ne peux pas investir une telle somme par toi-même, il faut plutôt trouver un autre producteur. Et donc ils vont aller vers MTV. Et MTV va accepter, mais à condition qu'ils aient un programme plus long. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que le clip dure 13 minutes. Or, pour eux, investir $1 million pour un programme de 13 minutes, c'est trop court. Et donc, John Landis va avoir une idée de génie. Il va dire, écoutez, on va faire le clip qui dure 13 minutes. Et ensuite, on va avoir 47 minutes de documentaire qui va raconter le clip. Donc, c'est comme ça que va naître le making-of. Avant l'album Thriller, les images qui étaient coupées au montage, les images du tournage, c'était des choses que les producteurs et les réalisateurs mettaient à la poubelle carrément. Parce qu'on se disait, les spectateurs, ils s'en fichent de ce qui s'est passé avant ou pendant le tournage. Eux, ce qui les intéresse, c'est le rendu, c'est le produit fini. Or, avec toujours Thriller, on va se rendre compte que même le public, quand ils aiment un film, eh ben aussi, ça attise la curiosité de savoir ce qui s'est passé avant et pendant le tournage. Et donc, c'est comme ça que MTV va accepter de payer le $1 million à condition qu'il y ait un programme d'1 heure, donc 13 minutes de clip et 47 minutes de documentaire qui raconte comment est-ce que le clip s'est fait. Et c'est ça qui va faire que lorsque on va diffuser pour la première fois le clip Thriller en 1984, eh ben, ça va être un véritable succès planétaire et ça va booster encore les ventes de disques. Et là, même on ne passait plus à 1 million d'albums vendus par semaine, on passait parfois à 1,5 million, voire 2 millions par semaine. Donc, c'est ce qui véritablement avait boosté. Et donc, on s'était rendu compte après au Grammy Awards, Michael Jackson était parti avec 8 ou 9 Grammys, ce qui était déjà à l'époque quelque chose d'extraordinaire. À partir de là, véritablement, sa domination, c'est lui qui va, pour la première fois de toute l'histoire moderne de la musique, passer d'un statut de star à superstar. Après, c'est-à-dire que un méga star. Voilà, c'est-à-dire que ça, avec Michael Jackson, la première fois qu'on va employer le terme superstar, c'est-à-dire qu'une star qui est plus starifiée, qui est encore plus starifiée que les autres. Ouais. Quand il était quelque part, au milieu d'autres stars, eh ben, on n'avait que Dieu pour Michael lui. Jackson. Et donc, et là, ça va vraiment atteindre l'âge d'or. Et puis aussi, c'est à partir de là où les vrais problèmes de Michael vont commencer. C'est-à-dire qu'une hyper-starification va entraîner une hyper-médiatisation. Et donc là, véritablement, on va commencer à entendre tout. Si au départ, il se jouait véritablement de cette hyper-médiatisation, parce que pour lui, ça lui faisait de la publicité gratuite, mais après, ça va commencer à lui causer des problèmes, puisqu'on va commencer à penser qu'il avait une vie dans son intimité, que c'était quelqu'un de bizarre. D'abord, il y avait plusieurs anecdotes là-dessus qui avaient vraiment choqué. C'était la question du caisson oxygène. Il y a eu pendant des années une idée que Michael Jackson possédait un caisson oxygène qui lui permettait de régénérer la peau et de rester éternellement jeune, ce qui était totalement faux. En fait, il était allé dans un hôpital, comme il faisait souvent le tour des hôpitaux pour voir les malades. Et puis là, il y avait un médecin qui lui a dit non, voilà, pour les grands brûlés, on a inventé une machine qui permet justement de faire qu'on met un individu à l'intérieur et sous oxygène à un certain
à un certain niveau, à une certaine concentration. Et cet oxygène-là permet en fait d'accélérer, si tu veux, la guérison de la peau. Et donc, Michael s'est dit, bon, écoutez, comme ça peut soigner des gens, moi je vais mettre dans le caisson, vous allez me filmer et ça va vous faire de la publicité. Ça va inciter les hôpitaux à acheter, d'autres hôpitaux à acquérir ce matériel-là pour justement leur grand brûlé. Et donc, quand la photo va sortir, les gens vont dire, les journalistes vont détourner la photo en disant que, ce n'était pas dans un hôpital, c'était chez lui, il avait acheté l'appareil parce qu'il ne veut pas vieillir, il veut rester comme Bambi, le personnage, tu vois, comme Peter Pan, parce qu'il il adorait Peter Pan, donc il veut rester comme Peter Pan, et puis voilà, à partir de là, ça va commencer à aller dans tous les sens. Et puis le fait qu'il aimait les animaux, il avait un chimpanzé qui s'appelait Bubble. Et Bubble, il l'accompagnait un peu partout. Donc le fait que Bubble soit habillé quasiment comme un humain, qui boive de l'eau minérale, qui vivent dans un certain degré d'opulence, ça aussi, ça va choquer les gens. Mais en réalité, Bubble, ce n'était qu'un animal parmi tant d'autres parce que Michael Jackson disposait d'un zoo privé à Neverland qu'il avait construit après. Déjà, à la fin des années 80, il a commencé à collectionner des animaux, notamment des animaux exotiques. On voit des photos où il est avec un python albinos, des choses comme ça. Mais c'est là où véritablement les problèmes vont commencer parce qu'il va aussi avoir une véritable intrusion en fait dans sa vie privée. Et donc, il ne va plus pouvoir avoir une vie privée. Et je pense que par la suite, il va aussi lui-même commettre une série d'erreurs. C'est-à-dire qu'il va à la fois, si au début, il jouait de cette image-là de quelqu'un qui avait toujours cette âme d'enfant, mais arrive un moment où quand tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, si tu veux jouer toujours avec des gamins de 10 ans, ça ne choque pas. Mais dès lors que tu as 24 ans, 25 ans, on commence à se dire que ta place n'est plus aux côtés des gamins. Ta place est aux côtés des adultes et on attend de toi que tu te comportes maintenant comme un adulte. Or, Michael Jackson pensait que tant qu'il faisait de la bonne musique, le public, ou si tu veux l'opinion publique, lui pardonnerait ou accepterait ses choix à lui. Donc le fait de toujours être entouré des enfants. Au départ, il va commencer à expliquer que c'est parce qu'il n'avait pas eu d'enfance, et ça évidemment le public va le lui pardonner en disant qu'effectivement il a commencé sa carrière, il avait quand même l'âge de 6 ans, et à partir de 11 ans il était déjà une véritable vedette aux États-Unis, et à 15-16 ans c'était déjà une vedette planétaire, une vedette internationale. Et donc on va, dans un premier temps, le public va un peu fermer les yeux sur ça en disant qu'effectivement, s'il veut retrouver cette âme d'enfant-là, la meilleure manière, c'est d'être en compagnie des enfants. Puis, après, quand vont commencer à apparaître les premiers scandales, notamment après la sortie de l'album Dangerous, qui va véritablement tuer même cette tournée mondiale, notamment avec le scandale de l'affaire du jeune Jordan Chandler, qui va être le premier à accuser Michael Jackson d'attouchement, et puis les parents vont après amener l'affaire devant les tribunaux. Ça va se régler à l'amiable, puisque Michael Jackson va accepter de payer une somme de $60 millions en échange d'un retrait de la plainte de la part de la famille Chandler. Et à partir de là, ça va aller en cascade, parce que les gens vont se dire que s'il paye les $60 millions, c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher. S'il n'avait pas eu des attitudes inappropriées avec des enfants, en aucun cas, il n'aurait payé les $60 millions. Bien au contraire, il aurait accepté, il serait plutôt allé face à la justice, aller se défendre. Or, Michael, à l'époque, il avait une autre vision. Il se disait plutôt que plus vite l'affaire est réglée, plus vite les gens vont passer à autre chose. Les gens vont oublier et les gens vont se reconcentrer sur ce que lui, il sait faire le mieux, c'est-à-dire la musique. Or, si effectivement, pendant un moment, ça a suscité des interrogations, mais ces interrogations, le doute, au contraire, ne s'est pas du tout levé après cette affaire Jordan Chandler. Au contraire, le doute ne va faire que persister, jusqu'à ce qu'en 2004, il va faire une interview dans laquelle un journaliste va reprendre le fait qu'il aimait la présence d'enfants. Et au cours de l'interview, Michael va expliquer d'une manière vraiment très naturelle que lui, il ne voyait aucun problème à partager, à dormir sur un même lit que des enfants de 6 ans, de 9 ans et autres. Et donc ça va être pris comme quoi, effectivement, Michael Jackson est un pédophile parce qu'un adulte
ne dors pas avec des enfants, etc., etc. Alors que quand bien même nous dormons avec nos enfants, ça c'est quelque chose qui passe, mais dormir avec des enfants qui ne sont pas les siens, ça évidemment c'est quelque chose qui était particulièrement terrible. Et donc, et puis derrière, il va faire aussi d'autres erreurs. À la suite du scandale de l'affaire Jordan Chandler, il va dire, bon, je paye, et puis je vais rapidement essayer de donner l'image que je suis quelqu'un d'adulte, que je suis maintenant responsable. Alors, il va se marier une première fois avec Debbie Rowe, avec laquelle il va avoir 2 enfants. On sait maintenant que ces 2 enfants, en réalité, c'était par insémination artificielle, par fécondation in vitro. Il n'y a jamais eu en réalité une vraie consommation du mariage. Et donc très vite, les deux vont se séparer. Il va faire, après la sortie de l'album History, il va encore essayer de refaire la même chose en épousant la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie. C'est un mariage qui va durer à peu près 2 ans et demi, et puis ils vont divorcer pour des raisons qui sont inconnues jusqu'à présent, puisqu'il y avait une clause de confidentialité que Lisa Marie va signer, et donc à aucun moment on va connaître les vrais motifs qui avaient engendré la rupture de leur mariage. Donc ce sont malheureusement ces éléments-là dans sa vie privée qui vont le poursuivre jusqu'au, on se rappelle encore, jusqu'en 2006-2007, je crois, le procès où il va décider que, bon, écoutez, il en a marre, vu les plaintes récurrentes de parents qui disaient, il y avait des parents qui envoyaient même les enfants en Neverland pour aller visiter, et puis quand les enfants revenaient, ils demandaient aux enfants comment ça s'était passé. Si un enfant disait que oui, à un moment on a joué avec tonton Michael, il nous a soulevés, hop, ils allaient au tribunal et portaient plainte pour attouchement sexuel, et attaquer Michael Jackson en justice. Donc il y avait plein de plaintes comme ça, et donc à un moment, il va se dire, bon, écoutez, ça suffit. Et puis, il va accepter d'aller au tribunal. Et même là, ce procès va être hyper médiatisé. C'était en 2008, si je ne m'abuse. On va voir des images ahurissantes d'un juge qui va exiger la présence de Michael à l'audience. Les avocats disant qu'il était fatigué, il ne se sentait pas bien. On va aller le tirer de son lit en pyjama. Il va arriver au tribunal en pyjama. Donc, c'est des images comme ça. Et puis, il va aussi avoir le fait que c'est un procès qui va être très, très explosif dans la mesure où il va réveiller aussi un peu des démons que l'on pensait enfouis dans l'Amérique, c'est-à-dire le démon du racisme et d'un risque d'implosion de la société américaine. Il ne faut pas oublier qu'en 1984, il y a un personnage qui est O.J. Simpson qui avait été poursuivi, etc. Et donc, pour la communauté américaine, il y avait comme une espèce de volonté de détruire des icônes noires. Et donc d'effacer, si tu veux, l'apport des Noirs dans la société américaine. Et donc, il y avait un peu cette tension-là qui va être palpable aux États-Unis. Et surtout que la communauté noire va faire un véritable bloc derrière Michael Jackson. Et puis après, on connaît l'issue du procès. Michael va être totalement blanchi, même si après sa mort, un nouveau documentaire va sortir, Living in Neverland, qui va essayer de semer encore le doute aujourd'hui sur les attitudes, sur la manière dont Michael Jackson se serait comporté avec des enfants qui passaient des séjours en Neverland. Mais bref, ça n'empêche pas que d'un point de vue musical, en dehors de ces travers-là dans sa vie privée, mais d'un point de vue professionnel, il reste l'un des plus grands artistes que le monde ait jamais connu. Il va être celui qui va véritablement aussi œuvrer pour le soft power américain. C'est la raison pour laquelle, après l'album Thriller, il est reçu à la Maison Blanche une première fois par Ronald Reagan, qui lui remet une distinction. Et donc, il va participer non seulement à la soft power, puis il va être reçu aussi par le successeur de Ronald Reagan, George Bush, parce qu'il va être le premier artiste au monde à organiser une tournée mondiale qui a rapporté plus de 250 millions de dollars de bénéfices. Donc c'était du jamais vu dans toute l'histoire de la musique. On ne pouvait pas penser qu'une tournée musicale pouvait rapporter autant d'argent. Et donc c'est à partir de lui que vous allez voir les méga scènes aujourd'hui qui sont devenues une habitude. Quand on voit Beyoncé, on voit tous ces artistes-là qui ont des méga scènes, c'est des choses que Michael Jackson avait lui lancées. Donc voilà ce qu'on peut encore une fois de plus dire sur Michael Jackson. Merci Jean-Paul avec nous ce matin pour le brin d'histoire sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.